Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau NeuroLive. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Bonjour Adrien. Bonjour Gabriel, bonjour à tous. J'espère que donc vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, si vous êtes parti ou pas. T'as pris des vacances? Un petit peu, Un juste tout petit quelques peu. jours par-ci par-là, ouais. Ouais, moi aussi. Non, moi un tout petit peu plus. Juste quelques semaines. Et je suis Mais plus bronzé que toi quand même. c'est vrai. Alors pour le coup, donc le thème c'était la rentrée scolaire. Bon, la rentrée elle est passée, mais pour le coup on s'est dit que voilà, on reste quand même dans cette dynamique-là de rentrée. Comment garder cette motivation autour de la rentrée? Comment faire en sorte que toutes les bonnes volontés, toutes les bonnes intentions qu'on peut entendre chez les enfants juste avant la rentrée, bah, faire en sorte qu'elles puissent durer un maximum de temps, même si les profs, ils peuvent tomber sur des profs parfois, bon, voilà, peut-être un tout petit peu difficiles, ou comme ça peut arriver partout, ou s'il y a trop de devoirs, ou si la classe ne leur plaît pas forcément. Bref, comment en fait on peut faire, que ce soit les pros, les parents, et évidemment aussi les profs qui sont amenés donc à avoir les enfants, faire en sorte que bah, on puisse rester motivé un maximum et amener les enfants vers la réussite. J'en profite juste pour dire tout de suite, alors juste après la petite vidéo où donc on avait dit comme quoi on allait faire un Eurolive sur la rentrée, évidemment beaucoup de parents nous ont fait part malheureusement de leur situation où donc ils n'ont pas pu tout simplement participer à la rentrée de leur enfant car on leur a refusé tout simplement l'accès en classe par faute d'AVS ou je ne sais quoi. Forcément, en fait, on prendra le temps aussi, je pense que ça sera en seconde partie de vidéo, de parler donc de ces situations-là qui, exactement comme vous, nous font beaucoup, beaucoup de peine. Euh, Autre chose, on est nous-mêmes en fait un tout petit peu resté quand même dans l'esprit vacances. Alors je pense que cette vidéo-là, elle va se faire aussi avec vous. Donc n'hésitez pas à interagir. Je ne sais pas si vous avez pu voir les vidéos donc, qu'on a pu faire avant les vacances. Voilà, encore une fois, donc, je le rappelle, le but de ces vidéos, c'est vraiment de pouvoir échanger un maximum avec vous, entre vous aussi, entre professionnels, entre parents et professionnels, entre parents juste, pour pouvoir partager autant les connaissances que l'expérience. Peut-être que du coup, la situation de l'un peut servir à la situation de l'autre et ça soulage énormément. Ça va? C'est parti. Est-ce que vous nous entendez C'est bien? parti. C'est bon? On a laissé la fenêtre ouverte, il fait un petit peu chaud. Si c'est bon pour vous, bah c'est parti. Donc ça veut dire que c'est parti. Alors déjà, on va peut-être commencer par présenter quelques dates un peu particulières dans les NeuroLive. En fait, on a eu le plaisir d'avoir été contacté par des professionnels ou des professionnels qu'on connaissait ou même des personnes qu'on ne connaissait pas qui nous ont proposé d'intervenir. Donc, alors par exemple, le 27 septembre, il y aura un neuropsychologue qui va intervenir pour nous parler de la créativité, hein, au sens neuropsychologique et cognitif du terme. Il y aura deux Euh, aspects en fait de la créativité. Créativité dans le sens où on pourra évaluer, ou en tout cas on va essayer d'informer les familles sur toutes les batteries de tests qui existent autour de la créativité, parce qu'on vous parle très souvent donc des batteries de tests qui existent pour évaluer l'efficience intellectuelle, l'attention, la mémoire, toutes ces choses-là que bah, forcément en fait il faudrait pouvoir réussir à gérer normalement au sein d'un milieu scolaire, mais quelques enfants, ils peuvent être en échec, mais en fait, on ne se rend pas compte. À côté de ça, ils peuvent être aussi extrêmement créatifs. Donc, vous les mettez dans un autre milieu, et à ce moment-là, tout va très bien. Donc, on parlera, comme tu disais, donc, de la créativité, aspect évaluation. Deuxième aspect, remédiation cognitive autour de la créativité. Le fait de pouvoir créer soi-même son propre matériel de remédiation avec l'enfant. Ensuite, le 4 octobre, on aura le plaisir d'avoir une pédopsychiatre qui participera au NeuroLive et qui sera là pour répondre à vos questions, qui sera là aussi pour présenter voilà, sa profession, comment elle exerce, comment se passe un rendez-vous avec un pédopsychiatre, son rôle, notamment parmi la sphère des différents intervenants. Voilà, donc, et puis bah, comme pour tous les NeuroLive, elle sera là aussi pour répondre aux questions en Elle direct. répondra à vos questions, rassurer aussi, je pense, un certain nombre de parents, parce que lorsqu'on dit pédopsychiatre, on dit du coup maladie psychiatrique, en tout cas troubles psychiatriques, traitement médicamenteux, ce genre de choses. Donc c'est juste au fait pour rassurer aussi, pour vous dire que voilà, vous pouvez très bien prendre rendez-vous, ou en tout cas si on sollicite
un rendez-vous chez le pédopsie, ça ne veut pas dire que vous ressortez du rendez-vous avec un traitement médicamenteux, avec un placement par exemple dans une structure ou à l'hôpital. Non, on peut très bien aussi prendre juste un rendez-vous et puis voir du coup ce qu'il en est, ou en cas avoir l'avis d'un pédopsychiatre. Et alors ensuite, pour les autres dates, elles ne sont pas encore fixées, mais par contre, on peut vous présenter rapidement les différents thèmes et les différents intervenants qui vont venir. Donc il y aura une naturopathe, il y aura un Neurologue. neurolive aussi sur l'épilepsie adulte avec une neurologue qui viendra nous parler de cette problématique. On aura le plaisir aussi d'accueillir une association avec laquelle on a déjà eu l'occasion de travailler sur le cabinet de santé Paris-Est, donc qui s'appelle l'association X Fragile, enfin l'association Le Goéland exactement, qui porte son intérêt sur le X Fragile qui est un trouble d'origine génétique qui a des conséquences avec, on va dire, des troubles un peu type autistique. Voilà. Donc voilà, et on aura un psychomotricien aussi qui nous fera le plaisir avec lequel on a pu travailler et qui travaille avec le CRAIF également, qui viendra faire une intervention sur les TDAH et les TSA. Donc voilà, on vous communiquera les dates au plus tôt. À noter donc le 27 septembre, la neuropsy et la créativité, et le 4 octobre, une pédopsychiatre qui sera présente. N'hésitez pas, donc comme dit Adrien, à nous faire parvenir un maximum de questions en attendant. Comme ça, nous, ça va nous aider aussi à préparer les neurolives. On va pouvoir les transmettre donc aux intervenants directement. Et comme ça, on pourra optimiser un maximum donc ce créneau du jeudi 20h-21h. On va partir, en tout cas, moi, je sais que j'ai à cœur de vouloir proposer ce créneau-là. Donc, tous les jeudis entre 20h et 21h. On va essayer du mieux qu'on peut de garder ce créneau-là toutes les semaines, justement pour garder cette dynamique-là. Ça, du coup, donc ça, c'est pour les infos. Maintenant, alors je vois que là, pour le coup, Ouais. c'est cool parce qu'il y a déjà des questions. C'est parfait. Si, donc, est-ce qu'on peut parler de l'accueil des petits-enfants en maternelle? Avec plaisir. Alors, peut-être que même, en fait, avant même de parler de rentrée scolaire, il faudrait déjà en fait pouvoir se dire mais on parle de qui? Alors on parle des enfants dans un premier temps. Donc déjà, alors ça paraît tout bête, mais qu'est-ce qu'un enfant? Ça paraît tout bête hein, comme question, mais finalement en fait ça fait toujours du bien de pouvoir se le rappeler, que ce soit en tant que professionnel, en tant que parent, aussi en tant qu'enseignant. Qu'est-ce qu'un enfant avec ses demandes, avec ses exigences, avec ses attentes lui, et aussi avec ses droits et ses devoirs? Qu'est-ce qu'un enfant? Et puis après, peut-être voir du coup quel est le cadre en cas scolaire. On va généraliser hein, forcément ce soir. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Évidemment, toutes les écoles ne se ressemblent pas, tous les enfants ne se ressemblent pas. Après, comme On va un toujours, peu généraliser. on reprendra certains commentaires pour étayer par rapport à des sujets. J'ai vu quelqu'un qui parlait donc c'est Ilias qui parlait de la rentrée échelonnée. Donc on va essayer d'aborder un petit peu cette question-là aussi, notamment par rapport à certaines problématiques. Voilà, donc n'hésitez pas. Excusez-moi si de temps en temps vous me voyez regarder ailleurs, c'est que je regarde les commentaires pour qu'on puisse y répondre. La haute Donc technologie. voilà, exactement. La haute technologie. Alors, peut-être par exemple, je vais faire le comparatif entre la rentrée scolaire, par exemple, pour les tout petits, donc en gros la séparation entre l'enfant et les parents. Et puis par exemple, même lorsque moi je reçois là, les enfants de moins de 4 ans en bilan, où du coup il y a séparation avec les parents, parce que pour le coup ça se passe systématiquement sans les parents. Et que du coup on passe aussi par des temps où effectivement l'enfant peut faire des crises de pleurs ou du chouinage. Comment ça se passe? Lorsqu'en tout cas par exemple je reçois une famille avec l'enfant, donc un enfant qui a allez, maximum 4 ans et demi, ça peut arriver, pas tous, mais en tout cas ça peut arriver que certains dès le départ par exemple refusent même de rentrer dans le bureau. Généralement, ça finit quand même, enfin, ils finissent par rentrer parce que les parents aussi rentrent dans le bureau. Donc, on discute. Il y a toujours un petit espace de jeu à côté parce que de toute façon, il faut quand même qu'il y ait un minimum de choses qui va intéresser l'enfant. Moi, je pense pas l'intéresser. Le décor adulte et tout ne va pas l'intéresser. Donc, il faut quand même un minimum de contexte, de cadre tourné vers l'enfant pour qu'il puisse être intéressé. La plupart du temps, c'est des jeux.
Normalement, l'entretien et tout se passe bien. Là où il va y avoir des problèmes, c'est lors du deuxième rendez-vous, là où en fait où il faut faire le bilan. Donc là, par contre, c'est sans la présence des parents. Généralement, lorsque ça se passe, c'est on voit donc je reçois les parents et l'enfant dans la salle d'attente. Ensuite, il faut que j'amène. Ma mission, c'est d'amener l'enfant dans le bureau pour pouvoir faire le bilan. Et là, clairement, c'est généralement le temps où l'enfant commence à pleurer. Il pleure, il pleure. Il n'y a pas de problème. De toute façon, en fait, c'est tout à fait normal. Donc à ce moment-là, je me pose dans la salle d'attente avec les parents. On leur rassure pour lui faire comprendre que bon, voilà, tu vas pas non plus à l'abattoir. Et pareil, en fait, pour l'école, hein, il va pas non plus à l'abattoir. Je me pose avec les parents, je me pose avec l'enfant. L'enfant, il va me tourner le dos, il va pleurer. Il n'y a pas de souci, on discute ensemble. Par contre, je veux pas non plus trop l'écouter. Parce que si je l'écoute trop, l'enfant, lui, va se dire, ah ah, j'ai pleuré, j'ai obtenu ce que je voulais. Donc, ces stratégies-là, si elles marchent, je vais continuer avec ces stratégies-là. Non, pas forcément. Du coup, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir s'il ne voudrait pas qu'on joue juste dans la salle d'attente. On reste dans son espace, là où il y a ses parents, on va jouer ensemble. C'est-à-dire que je ne le brusque pas. Pareil, je pense, enfin là je fais le comparatif et puis après on verra pour l'école. Je ne le brusque pas. Ensuite, une fois que du coup j'ai établi, en tout cas je suis en train d'établir une relation thérapeutique avec ce jeune patient, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui l'intéresse. Bah, la plupart du temps, par exemple, lorsque c'est un garçon, ça va être des petits jouets, des petites figurines, des voitures, que ce soit des images ou alors vraiment des petites voitures. Si c'est une petite fille, ça va être des poupées, des images de princesses, voilà. Du coup, je vais commencer en fait à dire, ah bah tiens, et tout, si on allait, par exemple, chercher les petites voitures et tout dans le cabinet. Même si c'est avec la présence du papa ou de la maman, c'est pas grave. Au moins, on sort de cet endroit-là, donc de la salle d'attente, là où il s'était dit, ok, moi de toute façon je veux rester là parce que je veux pas aller à l'abattoir. On sort de ça et il commence petit à petit en fait à m'écouter, à se sentir de plus en plus en confiance. On va chercher des jouets, on s'appuie sur ce qui l'intéresse vraiment, là où en gros en fait on peut tirer un maximum. Ok, du coup, donc ça veut dire qu'on est sorti de là. Et puis après, à ce moment-là, même si c'est quelque part où ça n'a rien à voir, là après, encore une fois, je parle du cabinet, mais même si par exemple c'est pas dans mon bureau, c'est dans le bureau de quelqu'un d'autre, même si c'est dans le couloir par exemple du cabinet, il n'y a pas de problème. On se pose là-bas, on va jouer ensemble. Il est de plus en plus en confiance, il se rend compte petit à petit que voilà, je ne suis pas méchant, je ne suis pas là pour l'embêter, mais je vais être là et tout pour jouer avec lui. Une fois que du coup on est arrivé jusqu'à là, petit à petit, je vais l'amener à soit réussir à rentrer dans mon bureau pour commencer le bilan, ou alors je vais amener le matériel du bilan là où il est assis. Même si c'est pas derrière un bureau, hein, si c'est par terre, il n'y a pas de problème. Au moins, en fait, j'arrive à échanger avec lui, il ne se braque pas, il fait plus de crise de pleurs, et je peux obtenir quelque chose de lui. Après avoir fait ça, c'est exactement ça, créer une relation de confiance. Et après avoir fait ça, idéalement, je bascule. Il y avait les jouets d'un côté. Heureusement, le matériel, je vais dire les batteries de test, avant l'âge de 6 ans, ça reste à peu près ludique et pédagogique. Et du coup, donc, hop, je peux tout de suite m'appuyer sur les dessins, les exercices, on va dire, qui sont les plus faciles. L'enfant, il voit il réussit ce que je lui demande. Donc, lui-même, après avoir eu déjà confiance en moi, il a aussi confiance en lui-même par rapport à ce que moi, en tant qu'adulte, je peux lui demander. Et là, après, c'est bon. La relation thérapeutique, c'est bon, elle est établie. Et donc, on est loin de tout ce qui va être crise de pleurs et ce genre de choses. Mais je demande par contre aux parents. C'est à un moment donné, en fait, je dis aux parents, je dis, ok, donc là, c'est le moment en fait où vous pouvez partir, sortir du champ visuel de l'enfant, parce que là, clairement, il est bien avec moi. Donc là, c'est le moment de partir. Mon avis à moi, en tout cas, c'est ça, c'est de ne pas forcément brusquer l'enfant. Il faut expliquer, évidemment, de toute façon, avant même la rentrée, les parents, je pense, doivent expliquer qu'est-ce que c'est que l'école, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va apprendre, tout ce qu'on peut imaginer, il faut l'expliquer. L'enfant, même si lui, il n'est pas capable de pouvoir l'exprimer, en tout cas, il écoute, il comprend. En tout cas, il comprend plus que nous, on pense qu'il ne sait. Donc, de toute façon, il ne faut vraiment pas hésiter à verbaliser avec l'enfant. Alors pour l'école, là, je reprenais le propos par exemple de la rentrée échelonnée. Alors il s'avère qu'à l'école, notamment en petite section,
il est possible de s'arranger sur le rythme scolaire en fonction de la capacité de l'enfant à s'y intégrer. Voilà, je connais beaucoup d'enfants qui sont en petite section de maternelle et qui ne sont scolarisés par exemple que le matin et qui ne font pas l'après-midi parce que du coup ça peut faire trop long pour eux ou alors leur rythme par exemple de sieste ne correspond pas à celui de l'école. Certains enfants ne font pas la sieste, d'autres la font. Voilà. Ce qu'il est important de concevoir, en fait, j'ai vu, ça va un petit peu avec cette idée de séparation famille-école au moment de la rentrée scolaire. Il faut savoir que l'enfant, pour sa première rentrée scolaire, c'est forcément difficile pour lui, et comme ça peut l'être pour les parents d'ailleurs, de, voilà, de passer ce cap-là. Maintenant, il faut savoir faire confiance aussi aux professionnels qui sont au sein de l'établissement scolaire, ceux qui accueillent des nouveaux enfants scolarisés, enfin des enfants nouvellement scolarisés, savent comment accueillir ces enfants-là. Donc je pense que le plus dur pour les parents, c'est déjà dans un premier temps de se détacher des pleurs et des cris de leur enfant en ayant une vision positive et de se dire que de toute façon, à l'école, ils vont passer des bons moments, ils vont être en collectivité avec d'autres enfants et quelque chose, enfin, les choses vont passer petit à petit. Après, je suis d'accord euh, sur cet aspect préparation dont parlait Gabriel, le fait d'échanger avec l'enfant, le fait de ne pas forcément dramatiser l'entrée à l'école non plus est assez important. Alors bon, l'avantage aussi c'est qu'à l'école, alors ça dépend des écoles, mais par exemple pouvoir fournir à l'enfant un objet qui est spécifique de la maison au moment de le quitter dans son sac ou voilà voir un petit peu avec l'équipe éducative si c'est envisageable, pour pouvoir si à un moment les cris perdurent, qu'il puisse se rappeler en confiance qu'il y a un objet de la maison. Le soir, quand vous le voyez, soyez heureux de le revoir. Ne soyez pas dans le comment dire, dans une tristesse particulière ou quoi que ce soit. Soyez content, montrez-lui qu'il a passé le soir ou le midi, hein, en fonction du rythme. Oui. Montrez-lui qu'il a passé un bon moment, que vous avez passé un bon moment. Demain, on y va. Soyez heureux de l'emmener à l'école. Et lui comprendra petit à petit que c'est un bon moment. Ce qui est important, c'est de ne pas revenir. À partir du moment où vous avez déposé l'enfant, à partir du moment où vous êtes devant l'école ou que vous avez donné votre enfant à l'équipe éducative, il ne faut pas revenir. Le départ, il est fait. À partir du moment où vous revenez parce qu'il crie ou parce qu'il pleure, ou à partir du moment où vous restez trop longtemps sous couvert de ce comportement-là, vous ne faites que le renforcer. C'est-à-dire que lui, il comprend que s'il pleure et que vous restez, bah, du coup, il ne voit pas d'intérêt d'arrêter de pleurer. Donc, et derrière, c'est l'équipe éducative qui va solliciter votre enfant par des activités, par des activités de groupe, des regroupements, des chansons, des activités ludiques qui vont lui permettre de détourner l'attention. Et c'est pas parce que l'enfant a du mal pendant une semaine que c'est grave. Il faut laisser le temps. Ouais, Chaque c'est normal. enfant a sa capacité, ce qu'on dit de résilience, par rapport à cette difficulté-là d'entrer à l'école. Voilà, exactement, ce qu'on appelle les objets transitionnels. Alors, c'est généralement, c'est des très bons outils à investir pédagogiquement, éducativement, pour des périodes qui semblent être difficiles, des transitions qui semblent difficiles. Comme porte son nom, c'est un objet transitionnel, donc il facilite la transition. Euh, mais il faut savoir que quand on met en place un objet transitionnel, il est important d'avoir l'idée de ne plus s'en servir. Exactement comme on a pu l'expliquer dans la vidéo auparavant sur les méthodes comportementales, comme des renforçateurs. Les renforçateurs, un renforçateur qui est mis en place pour favoriser un comportement doit être absolument envisagé, il faut envisager absolument de l'enlever en fait. Les objets transitionnels, c'est des objets qui sont pour faire des transitions et ils sont transitoires. C'est-à-dire que c'est pour une période donnée, pour faciliter les choses. Si la journée est trop longue, donc je pense qu'Ilias, merci pour de rebondir sur ça. Si la journée est trop longue, il faut essayer de s'arranger avec l'école. Alors après, c'est pas forcément évident, vous travaillez, c'est pas forcément facile. Il est important d'échanger avec l'équipe éducative pour voir à quel moment, par exemple, les enfants vont généralement fatiguer à peu près au même moment. Ça nous permet de déconnaître un peu le degré de fatigabilité de l'enfant et de voir à quel moment on commence à lui en demander trop. Peut-être que c'est à ce moment-là où il est important que l'équipe éducative puisse euh, voilà, s'adapter, essayer de solliciter des enfants d'une manière un peu différente. Il est important de rentrer en contact avec l'équipe. Il est important, donc moi je pense que là par exemple sur ce thème de la rentrée scolaire, il est important que les parents fassent confiance à l'équipe, même si vous pouvez faire part de vos inquiétudes,
faites confiance à l'équipe sur l'acquisition d'un rythme et, sur l'acquisition d'un rythme d'apprentissage et d'activité. Qui ont besoin aussi de nous. Oui, alors ça, merci. Effectivement, c'est une remarque très pertinente. C'est pas parce qu'un enfant ne pleure pas que c'est pas difficile pour lui d'aller à l'école. Maintenant, forcément, il semblerait que s'il pleure pas, c'est qu'il arrive à peu près à gérer la situation. Après, Mais les comportements que j'ai cités juste avant doivent être les mêmes. Un enfant qui ne pleure pas, il faut le récompenser. Il faut le renforcer dans cette dynamique-là. N'hésitez pas à poser des questions à vos enfants. Alors bien sûr, en fonction du niveau verbal, adaptez vos questions, mais n'hésitez pas à demander ce qu'il a fait aujourd'hui. N'hésitez pas à demander à la maîtresse ce qui a été fait dans la journée pour pouvoir en parler avec l'enfant, pour pouvoir lui dire alors aujourd'hui tu as chanté une chanson, ça parlait d'un lapin, enfin voilà, essayez d'avoir des thèmes, essayez de relancer l'enfant et de lui faire comprendre que la journée vous intéresse, que vous avez euh, euh, vous vous êtes savez fier et que vous êtes et fier que de vous lui. êtes fier de lui en fait. Ouais. Et incitez-le à essayer de chanter la chanson. Essayez de vous rapprocher de l'enseignante ou des ATSEM pour connaître ce qui se passe dans la journée, ce qui a été fait, pas forcément les choses négatives. Voilà, encore une fois, il est important de ne pas s'attarder que quand il y a des difficultés, mais aussi de s'attarder quand il y a des bonnes choses qui se sont passées et de pouvoir les reprendre pour l'enfant. Ça, c'est important. De toute façon, est-ce qu'il peut y avoir vraiment des choses négatives? On va dire sur la semaine de la rentrée. Parce que même par exemple, bon, les pleurs, hein, on sait qu'il y a, parce qu'il y a les vrais pleurs, et puis il y a les pleurs où finalement en fait, l'enfant commence à pleurer parce qu'il voit que justement son camarade de classe est en train de pleurer. Donc forcément il finit par pleurer. Exactement comme le fait, comme disait Adrien, vous êtes les parents, si vous êtes déjà vous-même très 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 ému de laisser votre enfant à l'école, bah, l'enfant forcément en fait il finira aussi par pleurer parce qu'il voit sa maman ou son papa qui est triste. Donc forcément ça va le rendre triste. Donc je sais même pas s'il peut y avoir quelque chose de vraiment vraiment négatif En tout cas, par rapport. l'enfant peut lui ressentir. En fait, si par exemple la séparation des parents perdure dans la journée, il va associer en fait cette séparation difficile à l'école. Il va se dire que c'est bon. Là, je voyais la proposition d'Ilias sur le fait de faire de l'immersion des parents en classe. C'est encore une fois. Alors, on pourra toujours en débattre, hein. Il y a des gens qui vont dire que non, Moi je suis pas pour. il y a des gens qui vont dire que oui. Tout est dans la manière dont c'est fait. Encore une fois, à partir du moment où on met quelque chose en place de cette manière-là qui est transitionnelle, vous devenez un objet transitionnel. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de mettre un doudou, c'est-à-dire qu'on met les parents. Encore une fois, à partir du moment où on part sur l'objectif que les parents vont quitter la classe et qu'on arrive à amener ces choses petit à petit, avoir de moins en moins de parents, que les parents partent plus discrètement, c'est à réfléchir avec l'équipe éducative. Moi, je ne suis pas forcément pour non plus, parce que je Moi, je pense suis pas. que ça nécessite beaucoup d'investissement pour l'équipe éducative qui va devoir réfléchir, intégrer les parents dans le rythme. L'enfant ne va pas comprendre pourquoi les parents sont là et pourquoi ensuite les parents partent. Maintenant, je suppose que comme pour toutes les idées un peu particulières comme celle-là, on pourra avoir des retours positifs comme on pourra avoir des retours négatifs. Donc, le tout, c'est de voir en fait, il y a une différence entre obstination et acharnement. Je pense qu'il faut s'obstiner à faire en sorte que les enfants aillent en classe sans les parents. Après, l'acharnement, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand au bout d'un moment, ça marche pas du tout, c'est-à-dire qu'il faut mettre d'autres méthodes en place. Hmm. Après, il y a des enfants qui vont mettre beaucoup plus de temps que d'autres. Après, comme il a été dit, effectivement, quand un enfant se met à pleurer dans les petites classes, généralement, ça entraîne les pleurs des autres. Oui. Encore une fois, mettre en place des choses détournées, de la musique, des chansons, des choses comme ça, des petites activités motrices. En fait, il faut détourner l'attention des enfants autant que possible, en allant un par un ou en prenant le groupe en lui-même, en utilisant des objets qui sont visuellement très forts, des musiques qui sont simples et faciles à chanter. On tape dans les mains, on essaye d'éveiller l'enfant et d'attirer son attention sur autre chose que son problème. Et ça, c'est des choses qui vont permettre petit à petit à ce qu'ils se sentent bien. Hmm. Voilà. Donc ça, effectivement, mais c'est une question très particulière pour les plus petits parce que certains enfants, parce que cette séparation au moment de l'école, elle est liée aussi à la manière dont les parents se sont comportés pendant les 2 premières années de la vie. Donc du coup, des parents qui sont très maternants, très présents, ça va entraîner plus de difficultés que d'autres. Voilà. Donc au final, oui, enfin, il n'y a pas forcément de généralité non plus, mais
tout est dépendant de la relation que l'enfant a avec ses parents. Donc voilà, c'est important de se dire que c'est transitoire. Au final, les enfants finissent tous en petites sections par apprécier leur journée et par s'intégrer. Si la journée est longue, il est important d'en discuter avec l'équipe éducative. Si vous voyez que votre enfant est surfatigué, vous avez des signes. Il est important, par exemple, en termes de rythme, au moment où l'enfant arrive à la maison, temps libre. Goûter, temps libre, pause, freestyle, juste freestyle. On arrête les contraintes. Les enfants en toute petite section, euh, comment dire, on leur apprend d'abord le rythme du groupe classe. On leur impose un rythme de rester assis, d'être debout, d'être regroupé. Il y a un peu de motricité, mais on leur dit ce qu'ils ont à faire. Donc il est important de pouvoir, pour eux, être libre. Un peu comme pour Décharger. nous, hein. Ouais, bien sûr. Au final on aime bien aussi avoir ce moment où en fait il n'y a pas forcément de contraintes. Bon, plus le temps passe, plus on est parent, plus c'est difficile. Mais voilà, c'est important d'avoir ce temps libre. Essayez de favoriser, pareil, le soir. Alors, on va pas rentrer dans un débat sur les écrans en tant que tel, sur ce débat philosophique du moment. Soit dit en passant, des études en neurosciences ont montré que les écrans euh, empêchent l'endormissement. Ça nuit pas forcément à la qualité du sommeil, mais ça nuit à la qualité de l'endormissement. Donc le soir, il est vraiment important de favoriser la lecture, les petits jeux calmes, plutôt que les écrans. Il faut se dire que 2 heures avant de se coucher, il ne faut pas que l'enfant ait regardé d'écran. Parce qu'en fait, ça va stimuler certaines zones cérébrales qui sont particulièrement sensibles à la lumière bleue des écrans. Et on a une difficulté d'endormissement. Donc voilà, ça c'est important, euh, autant que possible de limiter, on va dire à partir de 18 h, pas d'écran. Voilà. Ça, pour le coup, du coup, ouais, ça fait partie de, de ce qu'on disait, c'est le fait de retrouver un certain rythme, finalement, Oui, avec la rentrée scolaire, alors que ce soit en petite section, CP, 6e, voire même en seconde, c'est comment retrouver un certain rythme. Bah voilà, c'est bon, c'est la fin des vacances. Donc, il y en a beaucoup, ils se couchent à je ne sais pas quelle heure lorsque c'est les vacances. Et bah, il va falloir réapprendre à se coucher un peu plus tôt pour être en forme le lendemain. Il va falloir apprendre à avoir un bon équilibre alimentaire, on va dire, justement, pour pas être forcément surexcité, pour pas mourir de faim à 10 heures et du coup ne pas pouvoir écouter en classe, pour ce genre de choses. Donc, retrouver en fait un bon rythme. La plupart du temps, le bon rythme, c'est quoi? Donc, on va dire que grosso modo, on finit vers 16h, 16h30, quelque chose comme ça. On rentre. Moi, je vais dire que c'est un goûter. On a un enfant, on a un adolescent, on a le droit encore à la chance au goûter. Ensuite, c'est les devoirs. Là, du coup, on parle pour les plus grands, hein. Donc, devoirs. Et puis après, ça dépend des familles. Soit c'est tout ce qui va être toilette et ce genre de ouais. choses. Et puis après, donc dîner en famille. Ou alors c'est non, on dîne, hop, toilette. Et puis après, sinon, là, c'est vite dodo. Ou on va dire en tout cas activité calme avant le dodo. Est-ce que une activité, ouais, essentiellement dans la chambre, forcément de l'enfant, Bah, tout moi, je ça, pense que c'est important pour faciliter l'endormissement que que ce soit l'enfant directement. s'acclimate à son. Bon, après, il est acclimaté à sa chambre, mais en fait, il sache, par exemple, que le temps calme du soir dans la chambre soit pas avec la même lumière que le reste du temps. Mettre une lumière un peu plus tamisée et amener, en fait, l'enfant à comprendre que ce moment spécifique dans la chambre, il est lié à l'endormissement et que c'est pas une après-midi avec la grande lumière allumée. Donc je parle pas d'une veilleuse, hein, je parle juste d'une lumière peut-être un peu moins forte qui va amener l'enfant à se détendre. C'est des techniques de relaxation classiques, hein, de mettre une lumière tamisée, il n'y a rien de particulier. Ouais. Juste ça, avec une activité calme, et petit à petit l'amener à se coucher. Pareil, il y a certains enfants qui ont du mal à faire la transition pour se coucher. Du coup, pas hésiter à prévenir. On est encore une fois dans des difficultés de transition pour certains enfants. Du coup, il est important que l'enfant comprenne. Attention, dans 5 minutes, on va venir éteindre la lumière. Attention, dans 10 minutes. Pour les enfants qui ont des difficultés cognitives particulières, désolé pour la rupture, le time timer est un outil merveilleux pour que l'enfant puisse comprendre effectivement le temps qui lui est imparti. Ok, très bien. Merci Cindy.
effectivement ritualiser. En fait, c'est ritualiser, c'est Des le mot-clé repères. en fait. Ouais. Et là, encore une fois, on va pas. Si l'idée, c'est pas de parler pour ma part que des TSA, mais pour tous les enfants et pour toutes les personnes, ritualiser, et notamment pour les enfants qui sont dans des apprentissages de nouveaux cycles et de nouveaux rythmes, la ritualisation est quelque chose de très important. Ça permet pour eux d'anticiper et du coup, on limite les transitions. Donc, par exemple, le fait de rythmer, certains enfants, par exemple, on va les coucher, puis ils vont se relever en disant qu'ils veulent aller faire pipi, puis ils vont se recoucher, puis ils se relèvent pour dire qu'ils veulent faire caca, après ils se relèvent pour dire qu'ils veulent boire de l'eau, et bah du coup, Décidément. anticiper et ritualiser ça avant le coucher. Voilà, là, on a fini de manger, t'as pris ton bain, t'es en pyjama, maintenant on va boire de l'eau, on va aller aux toilettes, euh, et tu vas avoir ton temps calme dans la chambre. Si votre enfant persiste à avoir des stratégies d'évitement pour l'endormissement, avant d'éteindre la lumière, on va refaire un tour aux toilettes. Voilà. Et puis même, alors pour le coup, on parlait de support visuel avant même que du coup l'enfant ait accès à la lecture. De toute façon, chacun d'entre nous, on a un agenda. Ça nous fait tous du bien d'avoir des repères, des temps où on sait exactement ce qu'on a à faire. Ça nous aide en fait à être plus confiants, ça nous réconforte. Bon, pour les plus grands donc, qui ont accès à la lecture, on peut très bien passer par un agenda qu'on va coller au mur, un support visuel juste avec, pas forcément juste les temps scolaires, mais justement d'autres activités qu'ils pourraient avoir en dehors du temps scolaire, donc justement ce qui pourrait rentrer dans une forme de ritualisation donc, à la maison pour retrouver un bon rythme. Et même pour ceux donc, qui n'ont pas encore accès à la lecture, on peut très bien passer par des images. Et même ça, en fait, finalement, ça va aider l'enfant à se dire, d'accord, donc là, je sais que ce temps-là, il faut que je fasse ça. Et juste après, par exemple, telle activité, j'ai ça à faire. Et ben, ça peut nous paraître anodin, mais finalement, ça aide l'enfant à se sentir mieux, à être plus confiant non seulement en lui-même, mais puis même par rapport à sa journée, au lendemain, et ainsi de suite. Comment on fait pour Alors, partager? Je dois partager comment? pour partager. Je partage. Si moi je veux faire. Ah. Il faut que tu prennes ton. Faudrait que tu le fasses après. Ah, Euh... dommage, je peux pas le faire en live. Faudrait que tu prennes le téléphone. Je prends. Petite intervention. Et Gabriel va partager. Je vais essayer de rester comme ça. Hop, sans même trop Alors, bouger. moi, ce que je voulais faire aussi, Ok. c'était revenir sur un commentaire. Effectivement, C'est bon, là. on va dire que on l'a. on- Excusez-nous, on est en train de. Non, je sais pas si tu peux partager tout Ah, ok. Bon bah finalement c'était inutile. de Ah non, c'est pas ça. Je découvre encore Facebook. sur le commentaire concernant les AVS. Alors effectivement, c'est une grande problématique pour cette rentrée, puisque certains enfants ont eu la chance de bénéficier d'AVS qui ont été reconduites, ou alors d'autres qui ont été trouvées. Mais effectivement, c'est assez dramatique. On se retrouve avec beaucoup d'enfants qui ratent leur rentrée scolaire parce qu'il y a un manque d'AVS. Alors malheureusement, on ne peut rien vous dire à part qu'on est désolé. Que moi-même, avec une des familles que je supervise, on a essayé de préparer la rentrée 3 mois en avance avec équipe éducative, avec enseignante référente, avec une intervenante extérieure qui venait. Et au dernier moment, on a eu un refus, donc on est dans des démarches administratives actuellement. Voilà, c'est politique. En fait, on va mettre les choses clairement, c'est politique et administratif. Le gouvernement avait promis qu'il y aurait beaucoup d'AVS pour la rentrée, et du coup, il y a tout un remaniement administratif qui fait que, oui, AVS, AESH, bon, on pourra discuter des différences, si tant est qu'il y en ait. Mais il y a une sorte de remaniement administratif et ça complique énormément les choses. Nous, on se posait la question. Alors peut-être que parmi notre auditoire, en fait, il y a des personnes qui peuvent intervenir. On se demandait est-ce qu'il y a un manque de personnes pour postuler en tant qu'AVS, ou est-ce que c'est un problème administratif de la part de l'éducation nationale. Quoi qu'il en soit, effectivement, merci Cindy, on allait en venir. Les enfants ont le droit à la scolarité. Il y a des moyens qui sont mis en place. Si vous n'avez pas d'AVS pour votre rentrée, vous êtes en droit de mettre en demeure l'éducation nationale, notamment l'inspecteur,
sur le fait qu'il n'est pas, comment dire, il n'est pas respecté les droits de votre enfant. On vous invite pour ça, notamment Cindy en fait partie, on vous invite à aller consulter le groupe Facebook Handicap et Scolarité, où il y a énormément de parents, de professionnels voilà, qui ont ce type de problématique. Et les administrateurs et administratrices de ce groupe y répondent avec des arguments légaux. Vous pourrez même y trouver des documents types pour pouvoir faire des requêtes auprès des services. Voilà, on vous invite à aller sur cette page, à la liker si possible, parce que c'est un groupe qui est Ah oui, oui. extrêmement efficace. On a eu l'occasion d'échanger avec les, Avec Sylvie avec Sylvie et et Cindy, Cindy. voilà, qui sont très à l'écoute. Voilà, sincèrement, vous trouverez énormément D'informations, d'informations, d'aide, d'écoute, d'outils, enfin voilà. de moyens. Parce que nous-mêmes, on est confrontés à ces difficultés-là, en fait. C'est-à-dire que nous, on concourt, moi, je supervise des projets, et j'ai beau concourir à essayer de mettre les choses en place en amont, c'est pas forcément facile. Maintenant, il faut pas faire de l'éducation nationale une bête noire. Ça reste une énorme institution administrative qui répond à des obligations et à des règles. Ils font comme ils peuvent, pour certains de leur côté aussi. Maintenant, que faire pour ces enfants qui n'ont pas d'AVS? Effectivement, pour certains, ça doit être très difficile à vivre. On vous invite autant que possible, encore une fois, à ritualiser les journées avec le peu d'activités possible, autant que possible. Il est important, pareil, de pouvoir leur faire comprendre qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'il y a du temps. Je vous invite également à contacter certaines associations. Alors effectivement, ça dépend où vous vivez, mais il y a des associations qui permettent de proposer des activités extrascolaires et périscolaires, euh, qui peuvent vous accompagner dans les démarches aussi. Voilà, il faut malheureusement prendre un peu son mal en patience. N'hésitez pas en fonction du niveau de fonctionnement de votre enfant, à proposer des activités en autonomie, par le biais de jeux éducatifs sur tablette, par le biais de jeux sur ordinateur, par le biais de jeux éducatifs en papier et carton normaux. Voilà. N'hésitez surtout pas à favoriser une stimulation quelle qu'elle soit. Il ne faut pas, sous couvert que votre enfant n'a pas d'AVS, qu'il ne fasse rien. Toute stimulation restera positive. Donc, bon, je suis désolé, hein, c'est très général parce que c'est très dépendant du profil de fonctionnement de votre enfant et de ce qui peut lui être proposé. Maintenant, voilà, on est vraiment désolé, nous, moi le premier, parce que je vous assure que il y a des fois où on essaye d'anticiper et pourtant ça fonctionne pas. Mais voilà, il faut être malheureusement patient. Maintenant, prenez compte et prenez conscience que en quelques années, le système a changé en France, qu'on est sur une voie de transition et que bah, ça prend du temps parce qu'on est un pays qui est extrêmement administratif et les changements prennent énormément de temps. Mais comparé à il y a 10 ans, les enfants d'aujourd'hui ont beaucoup plus de chance pour ce que ça vaut, même si leur chance elle n'est pas équitable à proprement parler par rapport aux autres, mais voilà. Donc il faut être patient et il faut savoir qu'il y a des recours administratifs et légaux qui vous permettent de mettre en demeure l'éducation nationale. Voilà. Donc courage à tous les Ouais, parents et à tous courage. les enfants du fond du cœur, hein, de tous ceux qui sont un peu sans solution pour l'instant. Ça va changer. Par rapport aux commentaires de Séverine sur son enfant, donc, euh, le fait de souffrir, on va dire de se rendre compte de la différence et du coup du handicap. Bon, alors pour le coup, donc là, ça concerne les TSA, mais je pense que ça concerne quand même pas mal enfin, d'autres handicaps Bien sûr. aussi. Et après, tout dépend en fait le niveau de handicap. Mais là, pour le coup, c'est vraiment plus une question globale sur la prise de conscience par l'enfant lui-même de son handicap. Alors là, du coup, pareil, je vais parler de mon expérience, mais j'ai accompagné un enfant TSA donc, qui était en CM2. Et bon, il avait un certain niveau, hein. Ensuite, donc, il allait en collège, même s'il était en classe spécialisée, mais bon, il est quand même allé au collège. Il se rendait compte, en tout cas là, à ce moment-là, pendant cette année-là où je l'accompagnais, de
de certains points, on va dire, différent avec les autres enfants de sa classe. Le fait que tout le monde ne souhaite pas forcément jouer avec lui, en tout cas les garçons de sa classe ne souhaitaient pas forcément jouer avec lui. Les filles, elles acceptaient. Le fait qu'il pouvait se rendre malade par rapport à certaines choses, la maîtresse qui posait sa main sur lui, lui du coup ça l'énervait énormément. Trop de bruit dans la classe, donc il était obligé de se boucher les oreilles, il était obligé même parfois de sortir de la classe parce qu'il y avait trop de bruit, c'était juste insoutenable pour lui. Plein, bon, après voilà, il y a plein de choses hein, du coup, qui pouvaient, on va dire, le déranger dans le milieu scolaire, donc il se rendait compte petit à petit de la différence qu'il pouvait y avoir. La différence, c'est pas dire que c'est quelque chose de négatif, péjoratif, mais en tout cas de la différence qu'il pouvait y avoir avec les autres enfants de sa classe. Il est en train de prendre conscience. Il est en train de prendre conscience de cette différence-là. C'est très dur, je pense. Non seulement pour lui, évidemment, pour les parents aussi et pour les professionnels qui l'accompagnaient. Surtout que, bon, bah voilà, les professionnels qui font de l'accompagnement, je pense que c'est un peu le cas pour nous tous, hein. Euh, Lorsqu'on accompagne un enfant, on vit vraiment enfin, on vit les choses pleinement avec l'enfant. Donc c'était vraiment pas facile. Euh, Moi, ce travail-là, pour moi en tout cas, ça c'est de l'ordre du psychologique. C'est le fait de prendre conscience de son handicap. Par contre, c'est un travail qui est fait, mais tous ensemble. Ça veut dire que c'est tout ce qui peut exister comme intervenant autour de l'enfant. On se met d'accord sur comment répondre aux interrogations de l'enfant, qu'est-ce qu'on doit dire aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout dire à l'enfant, c'est pas parce que l'enfant commence à se poser des questions que ça y est, il faut tout dire. Mais en tout cas, on se met d'accord pour l'aider à se construire. Parce que là, clairement, ça veut dire qu'il est en train de prendre conscience. Donc il continue de se construire, mais là euh, il a gravi une étape. Là, il est à l'étape supérieure. Donc il faudrait l'accompagner là aussi, là-dedans, dans cette réflexion-là. Mais c'est plus de l'ordre pour moi du psychologique, mais à avoir tous ensemble. Mais c'est de la conscience du handicap. Mm. Pour moi. Il y a le fait effectivement hein, d'être recalé juste là à la porte d'entrée de l'école par manque d'AVS, et comme vous avez dit à juste titre aussi, il y a des AVS qui font pas d'enfants. Enfin, c'est totalement ridicule, bref, comme situation. Mais c'est plus que ça. Ça va plus loin que je ne peux pas aller à l'école. Je prends conscience que peut-être il y a des choses chez moi qui peuvent être différentes de ce que je peux retrouver chez un autre enfant, et donc il faut que j'arrive à me construire avec ça. Et puis après, avec tous les efforts des enseignants, avec les efforts des parents, avec les efforts des professionnels et aussi les efforts de l'enfant, normalement ça ira mieux à force de travail. Voilà, forcément on progresse. Je sais pas il y a combien de domaines dans lesquels il faut progresser, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, à force de travail, on finit par progresser, même si c'est dans un ou deux domaines, n'importe, mais quand même on progresse. Mais du coup, ça va plus loin que j'ai été recalé à l'école. C'est vraiment en fait que je suis en train là de prendre conscience du handicap que j'ai. Donc, pour moi, ça nécessite un accompagnement assez complet, ou en tout cas important à ce niveau-là. Ou en tout cas de la disponibilité du professionnel et des parents. Alors moi je voulais revenir sur le commentaire de Séverine. Je ne cherche pas de réponse au niveau administratif, mais comment faire relativiser l'enfant qui en souffre et souffre d'autant plus de sa différence. Il ne supporte plus d'être autiste, dit-il. Et vous dites exactement que il peut du coup se renfermer dans ses rituels et ses intérêts restreints qui deviennent trop envahissants. Alors effectivement, par rapport au profil TSA qui sont voilà, d'un niveau de fonctionnement normatif ou de haut niveau, il y a un travail très particulier sur les compétences à faire. Les profils d'enfants TSA, généralement, sont des profils très hétérogènes, avec des compétences généralement plus poussées dans un domaine et un peu plus futées dans l'autre. Il est important de travailler sur la compréhension par l'enfant de ces îlots de compétences, ce qu'on appelle. Donc il a des compétences particulières et spécifiques qu'il faut absolument mettre en avant. Lui expliquer qu'il y a des difficultés qui lui sont spécifiques. Malheureusement, on a tous, a priori, je pense que je ne me mouille pas trop en avançant ça sur notre scolarité, voire sur notre vie en général, eu des périodes où on ne se sentait pas forcément bien avec nous-mêmes et on n'arrivait pas, on pouvait se sentir différent,
ou incompris. Il est important de se dire que c'est des périodes qui peuvent passer à partir du moment où on a un accompagnement et une écoute bienveillante autour de nous. En ce qui concerne les particularités cognitives des enfants qui ont des particularités cognitives, que ce soit des enfants 10, des enfants hyperactifs, des enfants Précoce. précoces, des Asperger, des non-Asperger, des TSA, à partir du moment où il y a une prise de conscience de la difficulté, il est important d'avoir un accompagnement spécifique pour ça. Donc c'est là où moi je favorise particulièrement l'écoute clinique, notamment chez les préadolescents et les adolescents. Alors attention, écoute clinique ne veut pas dire psychanalytique. Donc je favorise l'écoute clinique par le biais d'un psychologue spécialisé dans les troubles du spectre de l'autisme qui va être capable de respecter et d'expliquer à l'enfant quelles sont les particularités des personnes autistes. Ce qui va être difficile des fois pour les enfants et les préadolescents et adolescents autistes, c'est la perspective de l'avenir en fait. Se sentant différent, quelle va être, et je dis autiste, mais finalement c'est la même chose hein, pour les autres, Ouais, c'est pour un on va handicap dire en général. les personnes différentes, voilà, si vous préférez, puisque l'autisme c'est même à l'époque une disharmonie intellectuelle et déficience intellectuelle. Donc pour tous ces enfants différents, le ado, préado, le problème, c'est la projection, la perspective d'avenir. Et il est important de pouvoir leur expliquer. Surtout qu'aujourd'hui, il existe de plus en plus d'entreprises qui créent des postes adaptés. Il existe des formations pour les personnes qui ont des difficultés particulières et qui sont reconnues par la MDPH. Rapprochez-vous des CRPE, par exemple, qui sont des centres de formation adaptés pour des personnes qui ont des reconnaissances handicap. Il existe de plus en plus de sociétés qui se spécialisent dans la mise en place de postes et la création de postes adaptés. On est dans l'ère du télétravail. Donc par exemple, quelqu'un qui a une fatigabilité, des troubles de l'attention, des troubles de l'organisation et des troubles de la socialisation, favoriser peut-être l'orientation vers un milieu professionnel ou des expériences professionnelles qui vont permettre d'avoir une partie de son travail en télétravail. Voilà, ne serait-ce que... Donc ça déjà c'est des conseils pour les adultes, puisqu'on parle beaucoup des enfants, mais du coup c'est une rentrée qui est même professionnelle, hein, le mois de septembre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être envisagées, qui sont encore méconnues ou peu connues. Et ça c'est important pour les adultes qui ont des besoins spécifiques, mais c'est important de l'expliquer aux enfants. Depuis qu'on est tout petit, quand on est neurotypique, on nous explique tu peux être médecin, tu peux être pompier, tu feras une licence, tu feras un master, ta vie ce sera ça. Les personnes qui nous entourent autour de nous, on les voit comme des neurotypiques, donc on est blindé d'exemples autour de nous de gens neurotypiques. Du coup, on a finalement, depuis qu'on est jeune neurotypique, quand on est neurotypique, on a depuis qu'on est jeune une foultitude d'exemples de ce que peut être l'avenir. Mais quand on est une personne avec un fonctionnement différent et qu'on est entouré de neurotypiques, on a beaucoup plus de mal nécessairement à se projeter dans l'avenir que les adultes nous renvoient. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un accompagnement adapté avec une personne qui connaît la spécificité du fonctionnement. Et donc, par exemple, c'est pas une thérapie. J'annonce que c'est pas une thérapie, c'est une Non, écoute clinique sur les problématiques qui ont lieu, comme peuvent faire par exemple les pédopsychiatres ou certains médecins vont voir les enfants une fois par trimestre. Voilà. Moi, je considère que par exemple l'écoute clinique d'un enfant qui est verbal et qui a un niveau de fonctionnement qui permet des échanges et la compréhension de sa situation, un rendez-vous par mois pour faire le point par rapport aux prises en charge. Comment ça te plaît la psychomote? Est-ce que ça te plaît l'orthophonie? Comment tu te sens à l'école? Comment ça se passe avec les copains? Comment tu te sens avec ta famille? Avec tes parents? À la maison? Quelles sont tes difficultés? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et avoir un espace de parole où l'enfant ou la personne puisse se sentir comprise, respectée dans sa différence et que ce soit pas un respect euh, je vais pas trouver de mots, j'ai peur après que ça fasse le buzz et qu'on dise que j'ai utilisé un mauvais mot, mais c'est pas un non. respect parce qu'il est handicapé par ses troubles, c'est un respect en tant que personne différente, c'est tout. Et qu'on lui fasse comprendre qu'il a des points forts, des points faibles, et que c'est pas grave, on en a tous. On en a tous. Tous les neurotypiques, ils ont des points forts et des points faibles. On a peut-être plus de capacité à les compenser et à les effacer et à les lisser. Et encore, c'est une grande question. Ouais. Mais voilà, il est important voilà, de créer un espace d'écoute pour ces enfants. Donc là, par exemple, pour les enfants qui sont sans solution, je favorise dans l'urgence des groupes d'habileté sociale, un peu d'écoute clinique. Comme on disait, un enfant qui est pour l'instant à la maison et qui a toutes les chances de s'enfermer dans ses activités restreintes et dans ses activités spécifiques,
Et ben dans l'emploi du temps visuel, instaurer un temps, un moment où vous êtes là, où en fait c'est un temps surprise. Et ben voilà, c'est le moment où vous rentrez à la maison et je te prépare une surprise. Alors je sais que c'est un coût pour les parents, vous travaillez, vous rentrez à la maison, il faut vous occuper de cet enfant et peut-être même des autres, mais voilà, et avoir un temps surprise où il ne peut pas savoir ce qui va se passer et où ça va créer un peu de déritualisation. Voilà. N'hésitez pas, par exemple, s'il y a un emploi du temps visuel qui est mis en place, à échanger les activités. D'habitude, le matin, il fait ça, et ben demain, tu le feras l'après-midi. Favoriser la flexibilité, c'est le deuxième temps dans la prise en charge. À partir du moment où on a ritualisé et que la ritualisation fonctionne, c'est d'instaurer de la flexibilité. Si un enfant actuellement se retrouve sans rien, il faut favoriser ça, voilà, autant que possible. Et voilà, tout simplement. Mais par rapport à la souffrance de l'écoute clinique, que l'enfant ait son espace pour pouvoir Ouais, il a besoin de le comprendre verbaliser. où il va, verbaliser avec ses mots, lui laisser le temps. Certains, moi j'ai pu avoir des adultes diagnostiqués Asperger, on disait qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer, bah, en fait je me suis rendu compte j'ai expliqué aux parents qu'il fallait juste leur laisser le temps, en fait. Donc des fois, bah, ça met 5 minutes à avoir une phrase avec le bon mot, mais au moins à la fin le mot est dit, le mot est cherché, le mot est accepté, et là on peut travailler dessus, et là on peut rebondir dessus. Parce que je trouve donner les mots à la place de la personne, c'est biaiser ce qu'elle veut dire, c'est biaiser ce qu'elle ressent. Et à partir de là, on travaille sur. Il va dire oui pour faire plaisir. Donc il est important que le mot soit évoqué et pas invoqué. Voilà. Pour la souffrance. Comment on peut apporter quelques solutions. Merci Adrien pour cette explication. Ouais, du coup, on avait quelque chose qu'on voulait aborder, mais ça touche un petit peu à sa fin. Je sais pas C'était si quoi, on a c'est les des trois points questions. là? C'est les trois points là? Oui, alors on voulait quand même rappeler, puisque De toute on façon, très est. probablement, on fera une vidéo, mais Ouais, un bien peu dans sûr. la continuité de Ouais, celle-là, limite dans bon bah voilà, maintenant et tout, la rentrée est passée, donc il va y avoir les premières observations des enseignants, donc bah, derrière il va y avoir des parents qui vont commencer à s'affoler, et donc après derrière il va falloir trouver le bon professionnel, vers qui aller, qu'est-ce qu'il va falloir faire, vers quel professionnel aller en priorité. Très certainement tout ça, de toute façon après va être évoqué dans d'autres vidéos, même très probablement là en septembre. Ouais, oui, on en a qu'à parler de ces trois points-là, avant de terminer. bah après c'est très rapidement, c'était surtout Très très rapidement. on voulait vous inviter à envisager si vos enfants ont eu des évaluations, qu'elles soient cognitives, orthophoniques, psychomotrices, ergothérapiques, tout. Oubliez pas que généralement il faut faire des réévaluations. Donc si des évaluations ont été faites il y a plus de 2 ans, il faut commencer à se poser la question s'il y a des choses qui ont été mises en place pour voir la progression et pour pouvoir comparer et pour pouvoir permettre déjà de valider certaines interventions. Est-ce qu'elles sont efficaces, est-ce qu'elles ne le sont pas? Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'on a un renforcement de la différence? Est-ce qu'on a une dilution de la différence? Voilà, c'est des choses qui sont très importantes à envisager. Voilà, on tenait à parler de On ça. souligne ça. Ensuite, par rapport aux intervenants extérieurs, pour ceux qui ont des enfants à besoins spécifiques et qui font appel à des intervenants en extérieur, n'oubliez pas, il existe deux types comment dire, de contrats. Vous pouvez faire appel à des libéraux et vous pouvez faire aussi sous forme de chèque emploi-service qui peuvent être parfois plus facilement soutenus par la MDPH avec réduction d'une partie des charges à la fin de l'année. C'est un coût sur le moment, mais il y a des petites réductions derrière. Il faut voir en fonction de votre statut. On vous invite à faire attention quand vous embauchez quelqu'un à ses diplômes et son expérience professionnelle. Les deux. L'un peut aller sans l'autre, mais quelqu'un qui est diplômé et qui n'a pas d'expérience, ça vaut pas mieux que quelqu'un. Il y a beaucoup de. Voilà, il vaut mieux quelqu'un qui a plus d'expérience que quelqu'un de diplômé. Après, on peut, en fonction des cas, laisser sa chance à tout un chacun, parce que bah, sans expérience, on ne peut pas en acquérir, donc du coup, ça tourne en rond. Et un diplôme qui n'a jamais l'occasion de faire son expérience ne valide pas son diplôme techniquement. Mais voilà, donc faites attention aux embauches. Quelqu'un qui se présente comme intervenant n'est pas un diplôme. Voilà, les diplômes, c'est éducateur spécialisé, éventuellement moniteur éducateur s'il y a de l'expérience derrière. Vous avez actuellement la licence pro autisme qui commence à cartonner vraiment.
On commence à avoir des gens qui sont extrêmement compétents. Elle a été créée par Jean-Louis Adrien, qui est un des grands pontes de l'autisme et du comportementalisme en France. Donc c'est valable pour TSA, 10, tout ça. Voilà, donc faites attention en fait voilà, à vous assurer que la personne ait de l'expérience. N'hésitez pas à contacter les anciennes familles, à avoir des retours concrets des professionnels. Voilà. Et comme on l'a dit, pour les activités extrascolaires, pensez à contacter des associations qui proposent de plus en plus d'activités extrascolaires autour de chez vous. Voilà, c'était les 3 points. On voulait aborder un peu plus précisément, mais on a pris le temps de Bon, détailler le reste. attends, Ça ouais. reviendra une autre fois. Oui, voilà. De toute façon, là, non, je pense que c'est bon, là, c'est reparti. Donc, Bah ouais. normalement, on devrait être là tous les jeudis, donc entre 20h et 21h. À voir, donc là, ce soir, on avait la chance, on avait Adrien avec nous, donc il a aussi bien pu parler des TSA et donc de tout ce qu'il a pu évoquer donc, autour de la ritualisation des activités, donner quelques astuces sur justement comment faire lorsque l'enfant, malheureusement, n'a pas pu faire sa rentrée. Euh, N'oubliez pas que les méthodes comportementales sont valables pour tout le monde, neurotypiques comme atypiques. C'est la même chose. On le vit tous au quotidien, mais on s'en rend pas compte. Ces méthodes-là marchent pour des troubles tout le monde, dépressifs, bien sûr. pour tout. Et donc voilà, le tout c'est d'adapter le support. Et ça peut permettre de solutionner beaucoup de choses.